Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Un numéro auditeur de Sud Radio 0826 300 300, l'application Sud Radio bien sûr, le site ainsi que les réseaux sociaux. On vous pose cette question après ce qui s'est passé aux États-Unis et qui fait forcément beaucoup réagir, qui a nécessairement choqué, c'est l'assassinat en plein milieu d'une conférence de Charlie Kirk, ce proche de Donald Trump, ce podcasteur, cet influenceur. Et on se pose cette question, est-ce qu'en France on doit se préparer à une violence politique d'un tel niveau? Est-ce qu'on doit se préparer malheureusement, et j'insiste sur ce terme, à mourir pour défendre ses idées? Est-ce que vous sentez que la tension est telle aujourd'hui dans le pays qu'il faut malheureusement se préparer à cette éventualité? Peut-être même que forcément c'est déjà arrivé, ce qui s'est passé du côté de Charlie Hebdo, le nombre de personnalités sous protection policière pour exprimer des idées. J'attends vos commentaires, réactions 0826 300 300. Et pour ce débat en studio, j'accueille Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Journaliste, directeur de la publication du Le Journal, ancien directeur de Libération et du Nouvel Observateur. Merci d'être avec nous ce matin. Et Amaury Brelet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Merci beaucoup d'être là, mon cher Amaury, ce matin également. 0826 300 300, vous avez le numéro. Et avant d'aller au standard où ça va forcément faire réagir, votre réaction à tous les deux par rapport à cette question qu'on pose ce matin au standard. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un moment ici en France, quand on voit la violence avec laquelle malheureusement se matérialisent les désaccords politiques, au point visiblement qu'un influenceur, un proche de Donald Trump, et surtout ce qui interpelle encore plus, c'est la réaction des camps politiques ici et là. Il y a eu des séismes même jusqu'au Parlement européen. Laurent Geoffrin, est-ce que vous pensez qu'à un moment ou un autre en France, d'un côté ou de l'autre, on va basculer dans une telle violence politique? Alors ça peut venir, il y a toujours des risques et c'est vrai que le niveau de violence verbale ou écrite a beaucoup augmenté en France, donc ça c'est très inquiétant. Il y a quand même une grande différence avec les États-Unis, c'est qu'on a une société beaucoup moins violente, quoi. On se plaint à juste titre de l'insécurité en France, mais alors aux États-Unis, elle est 4 à 5 fois supérieure par rapport au nombre d'habitants. Par habitant. Hein. Et il y a 400 millions d'armes en vente libre. Il y a plus d'armes aux États-Unis, et souvent c'est des mitraillettes ou des fusils d'assaut, que d'habitants. Donc la violence fait partie de la culture américaine plus qu'en Europe. C'est une des différences fondamentales entre l'Europe et les États-Unis. C'est une société violente. Il suffit d'y avoir vécu d'ailleurs pour le savoir. Et le nombre de fusillades dans les écoles, les fameuses tueries de masse, les assassinats, la violence de la police parfois. Et c'est un cliché, mais il est vrai. C'est un pays de western. Amaury Brelet, sur cette violence politique qu'on a vue malheureusement de plein fouet, c'est le cas de le dire, aux États-Unis, est-ce que vous pensez qu'elle est peut-être déjà là en France ou qu'elle va arriver dans des proportions similaires? Elle est déjà là et malheureusement elle fait déjà des victimes en France depuis des années. Vous l'avez rappelé, les 8 membres de la rédaction de Charlie Hebdo qui ont été assassinés par l'islam politique, par l'islamisme radical, par le terrorisme islamiste, les professeurs Samuel Paty, Dominique Bernard en 2020 et 2023, et puis près de 300 Français plus largement qui sont morts des mains du terrorisme islamiste depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, en effet, vous avez plusieurs dizaines de personnalités, connues ou non d'ailleurs, qui sont protégées par la police française, parce que menacée, parce qu'elle dénonce l'islam radical. Et on l'a vu d'ailleurs dans les heures qui ont suivi l'assassinat et l'annonce de l'assassinat de Charlie Kirk aux États-Unis, des centaines de menaces de mort qui se sont déversées sur les réseaux sociaux et qui ont notamment visé des influenceurs et des personnalités d'extrême droite ou dites identitaires. Oui, et puis il y a aussi, vous le disiez, il y a des personnalités, ça va de Richard Malka, des avocats, de Richard Malka en passant par Thibault de Montbrial. J'ai été même protégé à un moment. Oui. En quelle période après les attentats? Parce qu'à Libération, on avait reçu la rédaction de Charlie Hebdo après l'attentat. Et donc, alors, j'ai reçu des lettres de menaces, donc je les ai envoyées à la police, et la police m'a mis pendant 6 mois une protection. C'est un peu ridicule, parce que la menace était faible, mais bon, c'était comme ça. C'était un peu bizarre pour un journaliste, un directeur de journal. Mais vous le dites avec un détachement qui vous caractérise, Laurent Geoffrin, mais pensez aujourd'hui que le directeur de la publication d'un journal... Ça a duré 6 mois. Oui, mais quand même, on est... mais c'est vrai, quand même. Il y a eu beaucoup et vous de dites morts, ça avec une normalité un peu désarmante. Le terrorisme islamiste est un fléau qui s'exerce en France, pas seulement d'ailleurs, mais qui s'exerce en France. Encore là, la différence avec les États-Unis, c'est que les violences entre factions politiques françaises... il y en a quand même beaucoup moins. Des violences physiques, j'entends. Beaucoup moins qu'aux États-Unis. Il y a quand même eu une tentative de coup d'État aux États-Unis. Trump a fait une tentative de coup d'État violente en essayant de prendre d'assaut le Parlement. En France, on n'a pas essayé de prendre d'assaut le Parlement depuis le 6 février 1934. À l'époque, c'était l'extrême droite qui voulait absolument renverser la République. Depuis, bon,
il y a eu des guerres, il y a eu la guerre d'Algérie, etc. Mais depuis la fin de la guerre d'Algérie, ça s'est quand même calmé. Est-ce qu'il y a des discours aujourd'hui peut-être qui normalisent? J'ai été très frappé, on en avait parlé notamment la semaine dernière ici même avant le 10 septembre, qu'on craignait suite à la note des renseignements territoriaux qui nous indiquait qu'il y avait des risques de blocage d'actions violentes venant de la mouvance d'ultra-gauche. Il y a eu aussi cette... Ouais, ça a fait flop ce truc-là. Oui, ça a totalement fait flop, mais il y a eu de la part de certains politiques de dire on encourage toutes les actions pacifiques et à chaque fois ils faisaient en sorte de ne pas prononcer le mot légal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui des politiques de part et d'autre, si vous voulez, qui s'amusent de manière très pernicieuse à souffler quand même sur les braises d'une contestation qui est sincère et souvent qui n'attend que de déborder. Laurent Geoffrin. Oui, ça existe. L'encouragement, c'est venu de la France Insoumise cette fois-là, l'encouragement au mouvement du 10 septembre était un peu ambigu. Alors, évidemment, ils condamnent la violence quand même, mais c'était un peu ambigu. Mais d'ailleurs, on voit bien parfois, on crie au loup et puis le loup ne vient pas. On a dit, ça y est, ça va être une espèce d'insurrection, etc. En fait, c'était une manif parfaitement classique, avec, comme d'hab, les Black Blocs qui essayaient d'attaquer la police ici et là. Et ils ont brûlé les poubelles, quoi. Il y a eu un restaurant à Paris qui a été brûlé, mais apparemment, c'est la suite d'une fausse manœuvre des forces de l'ordre. Donc c'est autre chose. Amaury Brelé. Oui, la violence, elle est de toute façon consubstantielle à la politique. Mais c'est vrai qu'elle bat des records aujourd'hui, et notamment à l'extrême gauche, avec la France Insoumise qui, dans les mots, j'allais dire, appelle quasiment à l'insurrection citoyenne, c'est-à-dire l'expression utilisée par Jean-Luc Mélenchon depuis des années pour mettre à bas la mauvaise République, je cite, à nouveau, avec des propos incendiaires contre les riches, contre les juifs, contre la police. La même France Insoumise, d'ailleurs, qui appelle régulièrement à manifester avec les antifas, qui légitime la violence dans les rues, c'est-à-dire ces organisations d'extrême gauche et d'ultra-gauche qui vandalisent, qui pillent. Il n'y a pas que l'ultra-gauche. Non, il n'y a pas que l'ultra-gauche. Il y a l'ultra-gauche. Mais dans les discours de Zemmour, j'entends aussi des choses un peu violentes. Implicitement, il n'appelle pas directement. Plus largement, il y a la France Insoumise non plus, d'ailleurs. Plus largement, il y a le terrorisme armé qui fait des morts physiquement dans les rues, et il y a le terrorisme aussi depuis plusieurs décennies, un terrorisme de la pensée qui tend non pas à tuer physiquement, mais à tuer le débat d'idées et à tuer les idées, à asphyxier le débat d'idées. Et il est incarné aujourd'hui par le wokisme, qui est un fascisme d'atmosphère qui empêche tout débat d'idées. Vous êtes d'accord avec ces termes de terrorisme, de pensée, d'empêcher des gens de s'exprimer? Je ne suis pas du tout wokiste, mais je ne suis pas d'accord avec le terme. On ne peut pas dire que les gens qui expriment leur opinion font du terrorisme. C'est un de mot, la pensée. C'est un mot. Toutes les semaines, vous avez des gens. De la pensée, toutes les semaines, vous avez des conférences ou des personnalités qui sont censurées. Oui, enfin, c'est pas toutes les semaines. Quasiment toutes les semaines. Oui, Enthoven la semaine dernière, une traductrice qui sont encore cette semaine, ils sont empêchés de s'exprimer, d'exprimer leurs idées, et c'est toujours dans le même camp. Non, mais c'est tout à fait condamnable, mais pas au point d'utiliser des mots comme terrorisme. C'est ça que vous dites, Laurent Geoffrin. C'est un mot excessif. Le terrorisme intellectuel, on en parle. Le terrorisme intellectuel, c'est une expression. Moi, je pense que l'usage de ces mots-là participe justement de la violence du débat en général. 0826 300 300. On est avec Jean-Pierre qui nous appelle. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour Maxime. Vous suivez ce débat et en même temps, je le répète, l'application, les réseaux sociaux Sud Radio. Vous dites quoi? Est-ce que cette violence politique existe au point peut-être un jour qu'elle soit similaire à ce qu'on a malheureusement aperçu aux États-Unis? Je pense qu'elle existe déjà en France. Je pense qu'elle est le fait de la gauche et de l'ultra-gauche. Et je suis tellement fier de le dire au nez et au visage de M. Geoffrin. Qu'est-ce qu'il vous a fait, M. Geoffrin? Il nous a rien fait, M. Geoffrin. Ça fait 40 ans que je l'écoute, ça fait 40 ans. Mais vous êtes contre la violence, mais vous m'attaquez quand même assez violemment. Non, monsieur, vous allez me laisser parler parce que j'ai pas comme vous beaucoup de temps d'antenne. Donc vous allez me laisser finir mes phrases. Allez-y, dialogue respectueux, mon cher Jean-Pierre. Allez-y. Oui, mais je suis respectueux, justement. Je demande juste à avoir la parole et qu'on me la laisse 2 secondes. Je vous en prie. Mais ça gêne beaucoup la gauche en général, ça. Donc en réalité, il s'agit d'un réel terrorisme intellectuel pratiqué par la gauche et l'ultra-gauche, qui veut absolument toujours, je dirais, annihiler, empêcher, étouffer toute opinion qui diffère de sa pensée unique. Voilà. Donc à partir du moment où ces gens-là ont défini le bien, ont défini ce qu'il faut faire, toute pensée contraire est interdite. Et selon, je dirais, les sensibilités, elle doit être combattue intellectuellement, et je reconnais que M. Geoffrin le fait intellectuellement, mais pour la plupart des gens de l'ultra-gauche aujourd'hui, il s'agit d'un combat qui est devenu physique. Ils affrontent
au sens propre. Ils mettent le bazar Ce qui n'est pas le cas de Laurent Geoffrin, qui n'en voit pas encore, je crois pas. Laurent Geoffrin. Je sais pas brûler le Oui, bien sûr. C'était une boutade, mon cher Jean-Pierre. Bien sûr. Mais alors, attendez, profitons. Et à l'Assemblée nationale, le spectacle LFI, mais calamiteux. Mais justement, engageons le dialogue, mon cher Jean-Pierre. Restez avec nous. Laurent Geoffrin vous répond. Mais bien sûr. Si j'étais sectaire, comme vous le dites, et si je voulais empêcher les autres de parler, je serais pas venu à Sud Radio, qui défend pas en général tout à fait mes idées, si j'ai bien compris. Pas vous donner la parole à beaucoup de gens, c'est pas ça. Enfin, il y a de tout, c'est une grande famille. Je ne viendrais pas dans ce cas-là si j'étais sectaire. Moi, j'ai discuté avec tout le monde et j'ai argumenté. Voilà. Je n'ai pas fait des anathèmes. J'ai jamais dit c'est des fascistes ou des choses comme ça, c'est pas vrai. J'ai dit voilà, vos propositions, vos raisonnements sont faux, voici pourquoi. Puis après, on peut considérer que j'ai raison ou que j'ai tort. Mais et dire que l'extrême droite en France, on l'empêche de parler, c'est une blague là. C'est une blague incroyable. Si vous avez une chaîne de télévision, CNews, plus un hebdomadaire, le JDD, plus, pour ce qui est de la droite, en tout cas, le Figaro, plus des chaînes de télévision qui sont pas de gauche, qui sont pas de droite non plus d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, qui sont pas au service de la gauche, qui sont les chaînes d'infos, vous pouvez pas dire qu'on empêche les gens de parler. Et les gens du Rassemblement National ou du petit parti Reconquête, on les voit tous les jours. Au micro, sur les plateaux, etc. Vous essayez de faire croire que la gauche a instauré une tyrannie de la pensée en France, mais c'est une vaste blague. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous répondez à Laurent Geoffrin? Dialogue. Très bien. Comme disait Paul-Émile Durkheim, le fait de citer des exceptions prouve qu'il existe bien un principe. Vous avez c'est pas des exceptions, vous avez cité 6 médias que vous qualifiez de droite ou d'extrême droite, peu importe, on s'en fout. Tout le reste est à gauche. Donc ça vous fait tellement mal. Mais le Parisien, c'est à gauche. Médias qui sont à droite. Mais le Parisien, c'est à gauche. Qui revendique une parole un petit peu différente de la vôtre. Et je suis désolé, M. Geoffrin, vous avez passé depuis 40 ans votre temps à traiter les gens de fascistes. Voilà. Ça, c'est pas vrai. C'est ce qu'a dit Laurent Geoffrin, c'est pas vrai. Mais oui, vous dites des choses fausses. Moi, je veux bien. Une journée entière, M. Geoffrin, pour détacher le nombre de fois. Encore récemment, vous l'avez fait à propos de M. Geoffroy Lejeune sur CNews. Non, là vous vous trompez. Là, vous êtes de mauvaise foi. Hein. Okay. Non, mais après, ce qui est intéressant. Non, je vais répondre. Il faut être précis. Je n'ai jamais traité le jeune de fasciste. J'ai dit si vous me traitez de gauchiste, ce qu'il avait fait, c'est lui qui est devenu un peu agressif. Il dit si vous me traitez de gauchiste, que je n'ai jamais été, moi je vais vous traiter de fasciste. C'est pas du tout la même chose. En français. Donc il faut écouter ce qu'on dit et pas déformer les propos des gens. Ça c'est sur 0826 300 300. Vous le voyez, l'antenne est libre ici sur Sud Radio. On laisse parler tout le monde. Et je remercie Jean-Pierre pour ce dialogue franc qu'il a pu avoir avec Laurent Geoffrin, qui a eu une grande responsabilité sur les 40 dernières années, mon cher Laurent. On aura l'occasion d'en reparler. Et on poursuit. D'ailleurs, je crois que ce qu'on vient d'entendre, peut-être l'échange montre qu'il y a une petite tension en France et le standard est fait pour, on va dire, faire preuve de catharsis. 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio. On poursuit le débat toujours en compagnie de Laurent Geoffrin, vous l'avez compris, et Amaury Breulet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Et un numéro 0826 300 300 depuis le début de l'heure. Vous voyez bien à quel point l'antenne est libre. On peut le dire comme ça, toujours en compagnie de Laurent Geoffrin, qui est dans une autre vie apparemment lancé des briques sur les CRS selon notre auditeur Jean-Pierre tout à l'heure. Et Amaury Breulet. Oui, bien sûr, c'était ironique. Et Amaury Breulet, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. C'est vrai qu'on l'a senti tout à l'heure dans le dialogue entre Laurent Geoffrin et Jean-Pierre. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie tension, c'est-à-dire l'impression comme ça que le débat a été peut-être kidnappé, enfermé, caricaturé pendant des années et des années. Oui, absolument. Depuis des décennies, même, malheureusement. Et notamment du fait de ce terrorisme intellectuel mené par la gauche depuis des années et qui garde, quoi que vous en disiez, aujourd'hui un pouvoir dans les médias évidemment, à l'université, dans le milieu de la culture, et qui imprègne, qui instille une idéologie aujourd'hui portée à son paroxysme par le wokisme. Et en réaction malheureusement à cette violence, j'allais dire, des idées et des mots qui est alimentée aussi par la France insoumise et l'extrême gauche politique, vous avez aussi, il faut le dire, en réaction une extrême droite et des identitaires qui, face à ce genre de discours aussi, commencent à monter en gamme. 0826 300 300. Bonjour. Alors, Jean-Pierre. Oui, mais alors, allez-y. Laurent Geoffrin, d'un mot. Non, mais le paysage intellectuel et médiatique n'est pas celui-là. On a l'impression qu'on est en URSS ou
ou en Italie fasciste. Alors je vous confirme que parfois on a des impressions. Les taxes, les choses comme ça. Mais non, il y a des airs mais si vous dites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la dictature et la démocratie? C'est ça que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ici, on est en dictature? Heureusement, non. On vit en dictature? Heureusement, non. C'est complètement faux, tout le monde le sait. Donc, utiliser les mots de la dictature pour décrire la situation, on peut dire qu'il y a des déséquilibres politiques dans certains médias, des choses comme ça. Mais quand vous avez, encore une fois, en plus, on peut faire le journal qu'on veut en France. Ceux qui peuvent s'exprimer et qui veulent s'exprimer peuvent le faire. Personne n'est empêché. Il n'y a pas de censure. On ferme des chaînes de télévision en France. Mais parce qu'ils n'avaient pas respecté les contrats. Là aussi, c'est le scandaleux, mensonge même sur le principe, c'est scandaleux. Ils n'avaient pas respecté les contrats initiaux. Au point de fermer une chaîne de télévision, il n'y a qu'en France. Mais oui, parce que c'était des infractions répétées. Mais si, vous oubliez. Non, mais j'entends bien, mais sur le principe, il me paraît totalement scandaleux qu'on puisse fermer une démocratie de chaîne de télévision, quand bien même elle aurait enfreint. Il faut que les médias soient régulés. Un certain nombre de règles. Ils ont enfreint les règles, donc ils ont été fermés. Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est allé beaucoup trop loin. Des règles. En principe, vous êtes pour la répression des délits. La chaîne faisait des délits, donc elle a fini par le payer. C'est un peu normal, non? Non. 0826 300 300. Jean-Pierre, rebonjour. Bonjour à toute votre équipe, bonjour à vos invités. Merci beaucoup de nous appeler au 0826 300 300. Sur le niveau de violence politique en France, on part bien sûr de ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'assassinat de ce podcasteur influenceur pro-Trump qui avait pris une place considérable dans la galaxie de Trump et dont il faut peut-être rappeler, dont le principe était en plus d'aller dans les universités pour se confronter à l'opinion d'autrui. Ça, on peut le dire de cette certaine manière, ça a quand même provoqué des réactions plus que contrastées. Et on se demande, est-ce qu'en France aujourd'hui, malheureusement, on doit se préparer ou à ce climat de violence politique, mon cher Jean-Pierre? Le problème de nos politiques, c'est qu'ils ont été cherchés tellement bas dans les égos qu'ils en ont le résultat. Trump, on voit la politique qu'il a menée, le discours qu'il a mené. Après, je pense que la classe politique peut s'en prendre qu'à elle-même si on en arrive là. C'est un peu à cause d'eux qu'on en est là. Ils sont pas capables de débattre. Laissez-moi finir. Vous n'êtes pas capable de débattre dans l'Assemblée sans vous insulter, sans vous invectiver. Ça crée des tensions automatiquement chez les Français. On le ressent. Vous avez l'impression, mon cher Jean-Pierre, si je vous comprends, que en réalité l'abaissement d'un certain niveau du débat politique avec l'invective facile, l'insulte, là aussi la généralisation des réseaux sociaux où on va dire on a le mauvais mot facile, ça crée en réalité un système de tension, un état de tension permanent peut-être. Tout à fait. Et puis il suffit de voir au moindre fait divers, tous les politiques interagissent sur Twitter, sur Instagram, c'est devenu, ils prennent même plus de recul. Ils interviennent, ils savent pas ce qui s'est passé, mais c'est les premiers à tweeter. C'est l'instantanéité de la réaction. Et c'est exactement, les réseaux sociaux ont malheureusement ça de mauvais. Et si nos politiques sont pas capables de prendre la hauteur, le problème il est là. Ils prennent plus de hauteur. On n'a plus un homme politique jusqu'au président qui prenne de la hauteur. Comment voulez-vous que ça marche? Laurent Geoffrin, voulez-vous répondre parce qu'il a été attentif aux propos, mon cher Jean-Pierre. Je n'aime pas les attaques généralisantes comme ça sur la classe politique. Par exemple, vous dites au Parlement, il y a des insultes. Oui, mais qui les fait? C'est la France insoumise pour beaucoup, et puis les extrêmes de l'autre côté. Les autres, ils sont tout à fait normaux. Et je voudrais vous rappeler que ce que vous appelez la classe politique, c'est pas des gens qui se sont auto-désignés, c'est vous qui les avez élus. Vous êtes un électeur, après tout. Mais alors, les électeurs élisent des gens dont ils disent c'est des nuls. Pourquoi vous avez voté pour eux? On a les politiques qu'on mérite, c'est ce que vous nous dites. Mais bien sûr. À moins de voter pour un parti et de dire mais ceux des autres partis sont pas bien. Mais c'est parce que monsieur dit la classe politique. Donc c'est tout le monde. C'est une sensation générale. Donc, tous ceux qui sont élus sont nuls. Mais c'est vous qui êtes nuls. Pourquoi vous élisez des gens intelligents si vous trouvez qu'ils sont bêtes? Jean-Pierre, qu'est-ce que vous répondez à Laurent Geoffrin sur ça, sur le fait que oui, on est responsable parce qu'on met quand même un moment un bulletin de vote, mon cher Jean-Pierre? Est-ce que vous êtes Il a été censuré. Il a été censuré, mon cher Jean-Pierre. Alors ça, je vais vous dire, ça c'est la faute de la classe mélenchoniste, je pense encore. Il y a une volonté de vous censurer. Il y a des wokistes dans le studio qui sont cachés. C'est ça, il y a du sabotage de standard. On va essayer de vous rejoindre, mon cher Jean-Pierre. Amaury Brelet sur peut-être en effet l'aspect dénigrant de façon généralisée toute la classe politique. Est-ce que vous pouvez rejoindre Jean-Pierre ou là aussi vous êtes plus précautionneux comme Laurent Geoffrin en disant pas tous évidemment, mais peut-être une tendance générale dans ce cas-là, si pas tous, Laurent Geoffrin? Non, Jean-Pierre, il a parfaitement raison. Aujourd'hui, les politiques et nos gouvernants depuis plus de 30 ans portent une lourde responsabilité dans le climat de violence ambiant,
que l'on vit aujourd'hui, en n'ayant pas réussi à contenir les passions tristes et à répondre à la volonté du peuple français, à qui l'on dénie, j'allais dire, les idées qu'il défend sur la plupart des grands sujets depuis 30 ans, sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, sur la question même de la vision de l'État-providence. Enfin, on a organisé un référendum sur la Constitution européenne il y a 20 ans. Rappelez-vous de la façon dont il a été piétiné. Cela a traumatisé les Français et depuis, les politiques de droite d'ailleurs comme de gauche n'ont cessé finalement de renier leurs promesses et refuser de mettre en œuvre, j'allais dire, la volonté des Français exprimée dans les urnes. Électoral, notamment avec 2005, Laurent Geoffrin. Je voudrais rappeler que la volonté des Français s'exprime régulièrement dans des élections libres. Élections libres. Oui, mais elle est trahie systématiquement. Attendez, je termine. Les élections libres. Bon, s'ils voulaient voter pour quelqu'un d'autre, ils le feraient. Ils ne le font pas. Et pourquoi ? C'est parce que l'extrême droite fait peur. C'est ça la vérité. L'extrême droite devait faire un score très supérieur si on en croyait la plupart des sondages. Est-ce que le Front républicain, dans la dernière législative, est-ce que le Front républicain n'est pas une rupture avec l'accord de confiance? Le Front républicain, c'est les électeurs qui le font. Encouragé quand même par tout un système. Encouragé, tout le monde devait encourager les Français à voter pour le référendum dont vous parliez, mais ils l'ont pas fait. Donc c'est pas parce qu'on encourage que les gens obéissent. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils estimaient nécessaire de le faire. Ils sont pas idiots, les électeurs. Donc ils ont voté pour le Front républicain, c'est-à-dire que les gens de droite ont voté pour la gauche et les gens de gauche ont voté pour la droite, c'est ça que ça veut dire, parce qu'ils voulaient pas du Rassemblement national. Pourquoi ? Parce que encore, à tort ou à raison, à ce stade-là, je ne juge pas, le Rassemblement national fait peur à une grande partie de l'électorat. Et donc la volonté politique des électeurs, elle est très claire dans ce domaine. Ils ne veulent pas, jusqu'à preuve du contraire, ça peut changer, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne veulent pas du Rassemblement national. Oui, mais les 2 tiers des Français ne veulent pas du Rassemblement national. Oui, mais on en revient toujours au même problème, à ce terrorisme intellectuel qui est pratiqué, mais si, bien sûr que si, qui est pratiqué par la gauche et par le système médiatico-politique qui nous présente le Rassemblement national d'aujourd'hui comme un parti de néo-nazis qu'il n'est plus. 0826 300 300, changement de sujet, mais toujours avec les mêmes compagnons, Laurent Geoffrin, Amaury Brelet, pour le petit sujet qu'on abordait notamment en début d'émission sur la volonté, c'est en tout cas une idée qui fait son chemin, de créer un délit de négligence numérique. Vous êtes parent, peut-être que demain on viendra toquer à votre porte, toc toc, bonjour, 30 000 € d'amende, 2 ans de potentiellement de prison. Pourquoi ? Parce que délit de négligence numérique, vous avez potentiellement laissé votre enfant beaucoup trop traîner sur cette application qui s'appelle TikTok et qui a des conséquences dramatiques. C'est en tout cas une discussion qu'on va avoir. 0826 300 300, vous avez la solution miracle contre les écrans si vous êtes un parent, ou au contraire vous aussi vous êtes débordé. Eh ben nous vous accueillons ici puisque nous donnons la parole à tout le monde. Nous vous écoutons. 0826 300 300, Sud Radio. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Maxime Liédot. 0826 300 300, et là c'est un appel presque que je lance à tous les parents. Vous avez forcément des ados à la maison, sans doute en tout cas, et vous allez devoir gérer un énorme problème qui est l'arrivée de l'écran dans la vie de votre ado, mais également dans la vôtre, forcément, la gestion des écrans. Vous avez vu qu'un rapport est sorti sur TikTok qui qualifie évidemment de cette application d'horreur en disant que c'est un réseau social dangereux à l'assaut des plus jeunes, quand on sait que c'est un des pays, en tout cas dans l'Union européenne, la France, qui est le plus consommateur de ce réseau, notamment avec 1 jeune sur 2, ce qui est un chiffre absolument considérable. Et dans ce rapport, des recommandations. Parmi ces recommandations, une idée, celle en tout cas de réussir à créer potentiellement un délit de négligence numérique. Ça veut dire tout simplement condamner les parents qui sont, on va dire, un peu trop légers concernant les parents, les enfants et le rapport tout simplement à l'écran. J'aimerais votre avis. 0826 300 300. Mais d'abord, un tour de table. Amaury Brelet, tiens, êtes-vous totalement addict à votre téléphone ? Oui, beaucoup. Est-ce que vous auto-mettez un contrôle parental pour être... J'essaie. Que pensez de ce délit de négligence numérique ? Pourquoi pas ? Moi, je suis absolument pas hostile. L'idée, c'est évidemment de responsabiliser les parents qui sont trop souvent défaillants en la matière et qui ont tendance à se défausser de leurs responsabilités. Alors, une fois, c'est l'État, l'autre fois, c'est l'éducation nationale. Et là, en l'occurrence, c'est les réseaux sociaux qui sont censés éduquer ces enfants et qui sont en réalité livrés au pire et au n'importe quoi souvent, notamment sur TikTok, que l'on sait très très fréquenté par les plus jeunes. En revanche, si l'idée c'est de mettre en œuvre
une forme de contrôle, un couvre-feu numérique, ou voire interdire carrément les réseaux sociaux comme le fait la Chine communiste, évidemment non. Parce que là, c'est la porte ouverte évidemment à la censure, et non pas à la censure des contenus qui pourraient menacer nos enfants, mais à la censure de contenus idéologiques ou politiques qui aujourd'hui concernent toute la société. Donc pourquoi pas responsabiliser les parents. Responsabiliser les parents. Laurent Geoffrin, alors, sur cette question. Je vais reprendre un peu en amont, si vous me permettez. Permettez-vous. Les réseaux sociaux, c'est des médias. Bon, c'est les nouveaux médias. Tous les médias, vous notamment, tous les autres, sont régulés par la loi sur la presse, la loi sur la liberté d'expression. L'expression est libre, sauf à répondre de son excès. C'est ça la règle. Sauf les réseaux sociaux, qui ne sont soumis à rien. Donc c'est normal de créer un vrai cadre. Imaginons qu'à Sud Radio, il y a une émission sur les jeunes et que au micro, il y a un de vos animateurs qui dise oui, vous avez des pensées morbides, ben voilà comment vous pourriez faire pour vous suicider, voilà comment on fait un nœud pour se pendre, etc. Le rédacteur en chef descend dans le studio immédiatement et dit arrêtez-moi tout ça tout de suite. Et s'il l'arrête pas, il y a une amende, etc. Enfin, c'est ça la loi sur la presse. On a le droit de dire ce qu'on veut, sauf 4-5 exceptions, notamment l'appel à la violence et des choses de ce genre. Encadrement. Or, les réseaux sociaux ne sont pas soumis à cette loi. C'est hallucinant quand vous réfléchissez. Alors on dit maintenant on va interdire aux enfants de la regarder. Bon, peut-être que c'est interdire aux moins de 15 ans et un couvre-feu numérique, c'est en tout cas les idées qui circulent entre 22h les choses étant ce qu'elles sont, mais c'est absolument anormal que ces réseaux continuent à ne pas se réguler et en plus, ils ont des algorithmes qui poussent en avant les contenus les plus violents et les plus haineux. Et vous trouvez ça normal? Et alors, ils ont fait un lobbying d'enfer, c'est des grandes multinationales, pour empêcher toute régulation. Et là, Trump vient même de dire, si vous continuez à essayer de réguler nos réseaux sociaux, on vous colle les droits de douane encore plus importants. C'est-à-dire qu'il y a une action délibérée des propriétaires de ces réseaux, qui sont des multimilliardaires, pour empêcher la loi de s'appliquer. La loi de s'appliquer. Je ne parle pas du tout de censure, là, je parle simplement de l'application de la loi. De l'application de la loi que tous les médias respectent, les télévisions, les radios, les journaux, quels qu'ils soient. Auxquels tous les autres sont soumis. 0826 300 300. Bonjour Johan. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes, de ce que je lis, mon cher Johan, responsable informatique, et cette idée à un moment d'interdire, alors déjà de négligence numérique, mais peut-être même d'interdire les réseaux sociaux, voire même le téléphone d'ici l'âge de 15 ans, ça vous paraît impossible techniquement ? Techniquement, alors d'un point de vue purement technique, c'est un peu compliqué si on n'a pas déjà, dans un premier temps, il était question à un moment donné de faire passer une loi d'identité numérique. Déjà, si on n'a pas l'identité précise de l'utilisateur de l'appareil et savoir son âge, ça peut être compliqué de l'interdire à partir d'un certain âge. Donc ça passerait par quoi? Par une numérisation de la carte d'identité de l'adolescent pour certifier le fait d'avoir 18 ans, d'ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, etc. C'est ça? Oui, par exemple, ça pourrait passer par là. Ça peut être une identification faciale visuelle. Ça peut passer par plein de choses. Le truc, c'est que il faut que ce soit quelque chose qui soit acté non pas que au niveau national, mais au niveau européen, vous allez nous dire, c'est ça? Peut-être même au niveau européen, voire même, j'allais dire, peut-être même mondial. Dans le sens où aujourd'hui n'importe qui a un accès VPN dont on fait la pub un peu partout. Juste pour qu'on explique pour la totalité de nos auditeurs, mon cher Johan, un VPN c'est un logiciel ou une petite application qui vous permet de faire croire, en tout cas à votre internet, que vous êtes dans une autre région du monde, ce qui permet en réalité de passer certaines barrières d'âge, de prix, d'accès à certains sites, notamment de streaming ou de jeux vidéo. Exactement. Vous avez tout à fait bien résumé ça. Ouf. Et aujourd'hui, ce sont des choses. Il y a la publicité autour de ces moyens techniques qui sont légion sur Internet, donc tout le monde peut s'équiper. La plupart des jeunes en sont équipés parce que ça leur permet aussi d'avoir accès à des contenus qui sont pas forcément accessibles depuis les plateformes européennes. Et donc du coup, le contournement d'identité, si aujourd'hui en France, sur certains sites, par exemple, on vous demande maintenant d'avoir un certain âge ou alors de vérifier votre identité, activant ce genre de dispositif, vous pouvez le contourner. Donc c'est quelque chose à voir à grande échelle. Évidemment, les plateformes n'y sont pas favorables, et c'est normal puisque pour eux c'est une manne financière également.
Pour autant, je pense que c'est aussi le rôle d'un État fort, qu'il soit national comme la France, ou voire supranational comme l'Europe. Mais à un moment d'encadrer, comme le disait Laurent Geoffrin, en réalité d'encadrer à un moment peut-être pour qu'ils jouent à part égale en termes de règles et que même les parents en termes de sécurité. Plutôt que fliquer les familles et les gamins, peut-être qu'on pourrait mettre des amendes aux contrevenants. Ça se fait, ça. Les gens qui brûlent les feux rouges, ils ont une amende. Donc ces plateformes sont dirigées par des délinquants en fait. Mais on ne dit rien. On les laisse faire. Évidemment, ils continuent. Il n'y a qu'une raison qui s'arrête. Et alors, comme on les laisse faire, on est obligé ensuite de passer des lois hallucinantes pour dire jusqu'à tel âge, vous avez le droit d'acheter un portable, pas d'acheter un portable, etc. Bon, alors si on peut pas faire autrement, faisons-le. Mais franchement, c'est pas très normal. C'est les victimes qui sont obligées de se contrôler elles-mêmes pour éviter d'être au contact de ces contenus dangereux. Délinquants. 0826 300 300. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes grand-mère, alors la présence des écrans, ça vous désespère? Oui, un petit peu, mais je pense que on est peut-être obligé d'en passer par là, mais je suis désolée que j'ai 7 petits-enfants qui sont à l'âge du collège et ils n'ont plus de cahier de texte. Tout se fait sur Internet. Alors, ils perdent l'habitude. Même pour les devoirs, la maîtresse a donné un devoir de français, c'est dans le téléphone que ça se note, c'est ça? Sur l'écran d'ordinateur. J'ai des petits enfants, on leur a donné en 6e, on leur a donné un ordinateur. Ah oui, dès la 6e, ça fait tôt. Oui, ça fait tôt. Qu'est-ce que vous faites en tant que grand-mère, Marie? Vous essayez quoi de les faire lire, de les écrire? Oui. Donc c'est ça que vous faites, vous, en tant que grand-mère, Marie, vous essayez de les faire écrire, de les faire lire, c'est ça? Ah oui, bien sûr, mais la tâche est rude. Oui, c'est ça, c'est des heures après le goûter du week-end, en essayant de leur faire découvrir ce qu'est un vrai livre, on doit pas tourner les pages sur l'écran, c'est ça? C'est un travail. Oui, c'est... Et puis on a un objet quand on a un livre. Hein. Et alors maintenant, les devoirs, au collège, les devoirs sont tous sur écran. C'est vrai que le système, en réalité, encourage malheureusement au fait qu'on reste beaucoup sur les écrans. Merci beaucoup, Marie, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Laurent Geoffrin, Amaury Brelet, un mot de la fin chacun, un mot de conclusion, Laurent Geoffrin, sur ce sujet. Vigilance et on applique les mêmes règles à tout le monde. Je propose qu'on applique les mêmes règles à tous les médias. Voilà. Pas d'exception et pas de privilège. Responsabiliser, y compris par la loi, les grandes plateformes et les réseaux sociaux qui, en effet, ne respectent pas le cadre légal aujourd'hui, y compris européen. Et puis, responsabiliser les parents. Ce sont eux qui sont responsables de leurs enfants, d'abord. C'est sûr. Et responsabiliser aussi les auditeurs de Sud Radio, parce que après avoir écouté la matinale, on écoute Valérie Expert. Bonjour. Bonjour. On va continuer aussi sur ces thèmes-là. Responsabiliser les parents, c'est un vaste débat, parce que, je sais pas, vous êtes jeune, vous n'avez pas encore d'enfants. Mais c'est compliqué, c'est très compliqué de lutter contre les écrans quand on est parent. On va parler des patrons en colère contre la Cour de cassation avec cette affaire de la récupération des congés en cas d'arrêt maladie. On va revenir avec Jean-Claude Beaujour qui était aux États-Unis sur l'assassinat de Charlie Kirk, qui va nous parler un petit peu de l'ambiance qui règne là-bas. Absolument. Et puis à 11h30, les médias avec Gilles Gansman et nous recevrons Cyril Ferraud. Très belle journée, très belle fin de matinée avec Valérie Expert sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve demain, 7h, 10h, en direct. Et vous avez compris, on vous responsabilise. Ça se passe sur Sud Radio. À tout de suite.